19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Sommet du G20 en Afrique du Sud, le président algérien Abdelmadjid Tebboune appelle à une prise en charge sérieuse et collective des défis mondiaux actuels. Depuis Johannesburg, le G20 adopte à l'unanimité la déclaration du sommet. Plus de 20 Palestiniens tombent en martyrs, victimes de la violation continue de l'accord de cessez-le-feu par l'entité sioniste. Conflit russo-ukrainien, Donald Trump affirme que Volodymyr Zelensky devra approuver le plan de paix soutenu par les États-Unis. Et puis nous irons en France où le budget 2026 de l'État a été rejeté à la quasi-unanimité par l'Assemblée. Le texte est envoyé au Sénat. Bienvenue à toutes et à tous, si vous venez de nous rejoindre, on entame cette édition avec le sommet des dirigeants du G20 qui s'est ouvert ce samedi à Johannesburg en Afrique du Sud avec une allocution inaugurale du président Cyril Ramaphosa placée sous le thème sud-africain solidarité, égalité et durabilité. Cette première édition du G20 organisée sur le continent africain devrait accorder une large place à l'allègement de la dette des pays à faible revenu, considéré comme un frein majeur à une croissance inclusive dans le monde en développement. Les dirigeants doivent également aborder l'adoption climatique, la transition vers les énergies propres et d'autres priorités. Créé en 1999, le G20 regroupe, comme vous le savez, 19 pays ainsi que 2 organisations régionales, l'Union européenne et l'Union africaine. Et l'Algérie participe à cette première édition africaine du G20. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a justement appelé à une prise en charge sérieuse, collective et rapide des défis politiques et économiques mondiaux actuels afin de préserver l'harmonie mondiale. Le président Tebboune a, dans son discours prononcé en son nom par le Premier ministre algérien Sifir Rayeb, salué la tenue du premier sommet du groupe sur le sol africain ainsi que les priorités et les sujets proposés lors de ces sessions. الأمر الذي يدفع هذه القمة الهامة التي نفخر بانعقادها لأول مرة في أرض إفريقية. Nous sommes fiers de la tenue de ce sommet général pour la première fois sur le sol africain. Nous saluons hautement les priorités et les thèmes proposés au cours de ces sessions, qui reflètent une grande conscience et une compréhension profonde de l'ampleur des défis complexes auxquels notre monde est aujourd'hui confronté, tant sur le plan politique qu'économique, et qui influencent fortement l'harmonie mondiale s'ils ne sont pas pris en charge de manière sérieuse, collective et rapide. Le président Tebboune a souligné la nécessité de prendre en charge de manière urgente la question du poids de la dette et de ses services sur les pays en développement et les plus pauvres, en adoptant une approche incluant un effacement partiel ou une conversion en investissement direct et rentable dans ces pays. تجدد الجزائر الدعوة إلى معالجة عاجلة لمسألة L'Algérie réitère son appel à un traitement urgent de la question du poids de l'endettement et de son service pour les pays en développement et les plus pauvres, à travers une approche prévoyant l'effacement d'une partie de cette dette ou sa conversion en investissement direct et utile dans ces pays. Elle souligne également la nécessité de corriger les complexités techniques liées à l'évaluation des risques, au moyen de réformes profondes permettant de trouver une issue pour les pays qui plient sous le fardeau des dettes politiques. Abdelmadjid Tebboune a également renouvelé l'appel de l'Algérie à réformer les organisations financières internationales pour garantir une représentation juste, équitable et transparente des pays en développement et du continent africain dans les instances dirigeantes de ces institutions.
L'Algérie s'associe aux voix des pays appelant à la réforme des organisations financières internationales dans le cadre d'une approche de gouvernance économique et financière éclairée. Cela passe par la révision des mécanismes de prise de décision de manière à garantir une représentation juste, équitable et transparente des pays en développement et du continent africain au sein des instances dirigeantes de ces institutions. Le président algérien a également appelé à rassembler les ressources pour soutenir les efforts mondiaux visant à permettre aux pays en développement et aux pays les plus pauvres d'accéder aux moyens et aux technologies de transition vers l'utilisation de l'énergie verte, affirmant le soutien de l'Algérie à toutes les initiatives visant à augmenter le volume des financements alloués à la prévention des grands risques. L'Algérie, qui n'a cessé de plaider pour la mobilisation des financements internationaux et la mise à disposition de ressources destinées à soutenir les efforts mondiaux, permettant aux pays en développement et aux pays les plus pauvres d'accéder aux moyens et aux technologies nécessaires à la transition vers l'usage des énergies vertes, appelle depuis cette tribune à la concrétisation de partenariats bilatéraux et internationaux dans ce domaine. L'Algérie soutient toutes les initiatives visant à augmenter les financements consacrés à la prévention des grands risques et à la réponse rapide aux catastrophes. Elle appelle également à encourager les institutions financières et les banques internationales à réfléchir à un mécanisme de financement activable dès lors qu'un pays sinistré en ferait la demande. Et la question palestinienne était-elle aussi au cœur des discussions? Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a appelé le G20 à lancer une mobilisation générale afin de construire un avenir meilleur pour le peuple palestinien. Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé l'engagement de l'Algérie et a annoncé son adhésion à toute mesure que le G20 pourrait prendre pour soutenir le peuple palestinien. Regardez. Le monde a été témoin durant près de 2 années consécutives des crimes odieux commis à l'encontre du peuple palestinien sans défense et a constaté l'ampleur des destructions laissées par cette guerre brutale. Cela nous conduit à exprimer l'espoir que les pays du G20 prennent l'initiative de lancer une mobilisation générale en vue de bâtir un avenir meilleur pour le peuple palestinien, tout en réaffirmant l'engagement de mon pays à se joindre à toute démarche qui serait entreprise à cet égard. Et c'est donc le Premier ministre algérien Sifir Rayeb qui représente le président Abdelmadjid Tebboune lors de ce sommet du G20. Les participants à ce sommet qui se tient donc, rappelons-le, pour la première fois sur le continent africain, se penchent sur plusieurs questions liées aux défis auxquels fait face le monde aujourd'hui, notamment les priorités que la présidence sud-africaine a tenu à inscrire à l'agenda du G20 en phase avec les préoccupations et aspirations du continent africain. Sifir Rayeb qui est arrivé jeudi à Johannesburg. Avant l'ouverture des travaux du G20, aujourd'hui, le Premier ministre algérien a participé hier vendredi à la veille donc, du sommet à une réunion de concertation présidée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Cette réunion à laquelle ont assisté les chefs d'État et de gouvernement africains participant au sommet ainsi que les responsables des organisations régionales africaines a été consacrée aux résultats attendus de ce sommet, notamment ceux ayant une importance pour les pays africains et que l'Afrique du Sud a mis au cœur des priorités de l'ordre du jour des travaux du G20. Il a également été question de la réforme de la gouvernance mondiale, que ce soit au sein des institutions financières internationales ou des organisations onusiennes. Le porte-parole adjoint du gouvernement sud-africain, William Baloyi, a déclaré au micro d'Al24 News que la participation de l'Algérie au sommet du G20 renforce la voix africaine sur le continent et à l'international. William Baloyi s'est dit très heureux de compter l'Algérie parmi les participants, confirmant son rôle d'acteur majeur sur le continent africain.
Nous sommes très heureux car cela renforce la voix africaine comme vous l'avez indiqué. Le président Ramaphosa a également été invité en raison du rôle du continent africain, y compris celui que jouent le Nigeria et l'Algérie. Rappelez-vous que l'Afrique du Sud entretient des relations diplomatiques et économiques avec l'Algérie, qui est un acteur majeur sur le continent. L'Afrique du Sud fait partie du continent africain. Et lors de son discours d'ouverture au sommet de Johannesburg, Cyril Ramaphosa, président sud-africain, a déclaré qu'il y a eu un consensus et un accord écrasant afin que la déclaration finale puisse être adoptée. Ramaphosa qui a remercié toutes les délégations qui avaient travaillé de bonne foi avec l'Afrique du Sud pour produire un document final digne de ce nom pour le G20. So with that, we would like, therefore, as this is the first G20 Leaders Summit to be held in Africa. Ce sommet des dirigeants du G20 étant le premier à se tenir en Afrique, il porte en lui les espoirs et doit refléter les aspirations des peuples de ce continent et du monde. Nous ne devons rien permettre qui puisse amoindrir la valeur, le prestige et l'impact de cette première présidence africaine du G20. Il y a eu un consensus et un accord écrasant sur le fait que l'une des autres tâches que nous devrions entreprendre dès le début est d'exécuter la tâche pour laquelle nous sommes venus ici, principalement, qui est par un consensus écrasant d'adopter notre déclaration. Overwhelming consensus to adopt our declaration. Et nous le disions en titre, la déclaration du sommet du G20 a justement été adoptée à l'unanimité selon Vincent Magwenya, porte-parole du président Cyril Ramaphosa. Cette déclaration devrait aborder des défis mondiaux majeurs, notamment la croissance économique, le changement climatique ou encore la sécurité alimentaire. La déclaration a été adoptée à l'unanimité par tous les pays sans aucune objection. C'est l'aboutissement d'un an de travail non seulement de l'Afrique du Sud, mais aussi de tous les pays impliqués dans le processus. Il s'agit d'une grande victoire pour le multilatéralisme ainsi que pour les pays du Sud et notre continent, compte tenu du libellé et des différentes questions abordées dans cette déclaration. Voilà donc concernant l'actualité du sommet du G20, l'actualité de ce samedi est marquée également par le génocide sioniste qui se poursuit à Gaza malgré l'accord de cessez-le-feu du 11 octobre dernier. Le dernier bilan fait état de 69 733 martyrs et de 170 863 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 7 martyrs ainsi que 30 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 48 heures. De civils palestiniens sont tombés en martyrs ce samedi dans plusieurs régions de l'enclave palestinienne. Ce terrible bilan fait suite à plusieurs bombardements sionistes sur Gaza, Deir el-Balah et Nusayrat. Et malgré le calme précaire, parfois entrecoupé de bombardements qui règne dans l'enclave palestinienne et l'entrée de quelques denrées alimentaires et d'aide humanitaire, cela reste relativement insuffisant face aux besoins considérables des populations sur place. Selon le PAM, des centaines de milliers de personnes ont un besoin urgent d'aide alimentaire, comme nous l'explique Souila Akilal. Des fruits, des légumes et divers produits alimentaires font leur grand retour dans l'enclave palestinienne. Des images qui peuvent faire penser à un retour à la normale. Mais est-ce suffisant? Est-ce à la portée d'un peuple démuni et sans revenus? 2 ans de génocide ne s'effacent pas comme par magie. Quelques étals dans les marchés ne peuvent mettre fin à la famine qui torpille les estomacs depuis de longs mois, surtout que les prix sont excessifs vu la rareté des produits. À ce jour, les Gazaouis dépendent encore des aides alimentaires et des cuisines caritatives et le chemin sera encore long. Things are better than before the ceasefire, but we have a long way to go.
La situation s'est améliorée par rapport à la période précédant le cessez-le-feu, mais le chemin est encore lent. Un soutien continu est plus important que jamais. Nombreux sont ceux qui dépendent de l'aide alimentaire, du pain des boulangeries, des repas chauds, des soupes populaires, mais les gens aspirent à des produits frais, de fruits, de légumes, de viande, des produits laitiers et des œufs. En plus de leurs difficultés à se nourrir, les Razaouis, dont la quasi-totalité vivent sous des tentes, subissent les caprices de la nature. Avec l'hiver qui approche, la baisse drastique des températures et les fortes pluies, leur situation est désastreuse. Gaza a subi la semaine dernière de fortes pluies et une chute brutale des températures, aggravant la situation des familles vivant sous des tentes ou dans des bâtiments endommagés. Les inondations ont détruit et emporté les vivres et les provisions de nombreuses familles. Le débordement des égouts a également accru les risques de maladies. C'était un avant-goût de ce qui attend ces familles cet hiver. L'entrée en vigueur du cessez-le-feu n'empêche pas l'entité sioniste de violer continuellement l'accord. Ces derniers jours, plusieurs bombardements ont coûté la vie à des dizaines de Palestiniens. Le constat est alarmant depuis le 11 octobre. Au moins 67 enfants ont été tués. Des dizaines d'autres ont été blessés malgré le cessez-le-feu. Cela représente en moyenne près de 2 enfants tués chaque jour depuis le début du cessez-le-feu. Rareté des produits alimentaires, dépendance aux aides, absence de ressources financières, logés sous des tentes, violation quotidienne du cessez-le-feu, le génocide razaoui n'est clairement pas terminé. Et telle une explosion nucléaire, ses répercussions se feront encore ressentir sur des générations. Le maire élu de New York, Zoran Mamdani, a profité de sa première rencontre à la Maison-Blanche avec le président américain Donald Trump vendredi pour réaffirmer ses propos au sujet du génocide que commet le gouvernement sioniste à Gaza et a également critiqué le financement par les États-Unis des actions génocidaires de l'armée d'occupation sioniste. Zoran Mamdani a déclaré à Donald Trump que de nombreux New-Yorkais souhaitaient que leurs impôts soient réorientés vers les besoins fondamentaux de leur pays, citant le fait que pour la 9e année consécutive, plus de 100 000 écoliers de la ville de New York sont sans abri. J'ai évoqué le génocide commis par le gouvernement israélien et le financement de ce génocide par notre gouvernement. Lors de notre rencontre avec le président, j'ai fait part aux New-Yorkais de leurs inquiétudes quant à l'utilisation de leurs impôts pour leur bien-être et leur permettre de vivre dans la dignité. Or, nous constatons actuellement que pour la 9e année consécutive, plus de 100 000 écoliers se retrouvent sans abri dans notre ville. Il est donc urgent, non seulement de respecter les droits humains, mais aussi de tenir les promesses faites aux New-Yorkais. J'ai apprécié notre réunion et le travail que nous pouvons accomplir ensemble. L'entité sioniste qui poursuit également ses agressions sur le Liban. Un jeune Libanais a été assassiné ce samedi dans un bombardement de l'occupation sur la région de Ain el-Samahiyeh, dans le sud du pays. L'agence de presse libanaise a rapporté qu'un drone de l'occupation avait bombardé une voiture avec 2 missiles guidés, entraînant ainsi la mort du jeune homme. Sachez par ailleurs que la force intérimaire des Nations Unies au Liban a annoncé ce jeudi avoir enregistré plus de 10 000 violations aériennes et terrestres sionistes sur le territoire libanais depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Fin 2024, une stabilité fragile prévaut le long de la ligne bleue, a écrit la FINUL dans une publication sur les réseaux sociaux. La FINUL qui a notamment fait savoir que depuis l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu en novembre 2024, elle a enregistré plus de 7 500 violations aériennes et environ 2 500 violations terrestres au nord de la ligne bleue. Intéressons-nous à présent au conflit russo-ukrainien. Dans son dernier rapport, le ministère russe de la Défense a déclaré qu'au cours des dernières 24 heures, les forces russes avaient lancé une série de frappes ciblant les infrastructures énergétiques et de transport liées à l'armée ukrainienne. Au cours de la semaine écoulée, les forces russes ont mené des opérations dans les directions de Donetsk, de Dnipropetrovsk et de Zaporijjia, s'emparant de 16 localités et détruisant 2 embarcations ukrainienne sans équipage en mer Noire. L'armée de l'air ukrainienne a également déclaré vendredi que les forces russes avaient lancé 115 drones de combat contre l'Ukraine et que la défense aérienne ukrainienne en avait abattu 95.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est engagé vendredi à travailler rapidement et de manière constructive avec les États-Unis sur un plan de paix pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Zelensky a par ailleurs ajouté qu'il ne trahirait pas les intérêts nationaux de son pays. Dans une déclaration vidéo, il a exhorté les Ukrainiens à rester unis dans ce qu'il a décrit comme l'un des moments les plus difficiles de l'histoire du pays, ajoutant qu'il s'attendait à une pression politique accrue au cours de la semaine à venir. Nous vivons actuellement l'un des moments les plus difficiles de notre histoire. La pression qui pèse sur l'Ukraine est à son comble. L'Ukraine pourrait se trouver confrontée à un choix cornélien, soit la perte de sa dignité, soit le risque de perdre un partenaire clé, soit les 28 points difficiles à obtenir, soit un hiver extrêmement rigoureux et d'autres risques encore. Il faut tenir compte des intérêts nationaux ukrainiens. Nous ne faisons pas de déclarations fracassantes. Nous travaillerons sereinement avec les États-Unis et tous nos partenaires. Nous rechercherons des solutions constructives avec notre principal partenaire. Et s'exprimant depuis le bureau ovale après une rencontre avec le maire élu de New York, Zoran Mamdani, Donald Trump a réaffirmé vendredi qu'il s'attendait à résoudre la guerre beaucoup plus tôt compte tenu de ses bonnes relations avec le président russe Vladimir Poutine. Donald Trump annonce avoir un plan que Zelensky devrait approuver. Le plan en 28 points de Washington exige de l'Ukraine qu'elle cède du territoire, accepte des limitations à son armée et renonce à son adhésion à l'OTAN. Il contient également des propositions auxquelles Moscou pourrait s'opposer et impose à ses forces de se retirer de certaines zones qu'elles ont conquises. Eh bien, à un moment donné, il va bien devoir accepter quelque chose. Il n'a pas encore accepté. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Il n'y a pas si longtemps, dans le bureau ovale, je lui ai dit « Vous n'avez pas les cartes en main. N'oubliez pas, j'ai hérité de cette guerre. Cette guerre n'aurait jamais eu lieu. J'ai hérité de cette guerre. Et je pensais qu'il aurait dû conclure un accord il y a 1 an, 2 ans. L'idéal aurait été que le conflit ne commence jamais. Cela aurait été une bonne chose. Cela aurait été possible aussi si vous aviez eu le bon président, mais vous n'aviez pas le bon président. » Le président du Conseil de sécurité nationale ukrainien, Rustem Omierov, a annoncé ce samedi que Kiev mènerait bientôt des pourparlers en Suisse avec les États-Unis pour discuter du plan du président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre avec la Russie. Omierov a souligné dans un post sur Facebook le lancement de consultations dans les prochains jours en Suisse entre les hauts responsables ukrainiens et américains concernant les critères potentiels pour un futur accord de paix. And to the United States, your nation. Tout autre chose à présent, l'Assemblée nationale française a rejeté le projet de loi de finances pour l'année 2026, ce qui soulève des questions sur la capacité du Parlement politiquement divisé à parvenir à un accord avant la fin de l'année. Vendredi soir, 404 députés ont voté contre le projet de loi de finances, tandis que 84 députés se sont abstenus. Résultat, rejet complet du projet de loi et son renvoi au Sénat, qui l'examinera la semaine prochaine. Selon la Constitution française, si le Parlement échoue à trouver un compromis d'ici début décembre, donc d'ici quelques jours, le gouvernement sera contraint d'imposer le budget par décret. Contre le décalage de la retraite à 64 ans, car nous n'en acceptons. Dans l'actualité également, le représentant permanent de la Chine auprès de l'AIEA, Li Song, a déclaré vendredi que les récentes initiatives militaires et sécuritaires du Japon ont suscité des inquiétudes au niveau mondial, révélant un changement de politique majeur et négatif et envoyant un signal dangereux à la communauté internationale. Le Japon, seul pays à avoir subi des bombardements atomiques, a toujours respecté 3 principes interdisant de posséder, de produire et d'autoriser l'introduction d'armes nucléaires. Cependant, le Premier ministre Sanae Takaichi envisage de réviser le 3e principe. Comme chacun sait, le Japon produit et stocke depuis longtemps du plutonium en quantité bien supérieure à ses besoins nucléaires civils. Parmi les signataires du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, le Japon est le seul État non doté de l'arme nucléaire à posséder la technologie de retraitement, à être capable d'extraire du plutonium de qualité militaire et à exploiter encore des installations de retraitement. Un pays comme le Japon doit être soumis à un contrôle strict.
Le Pérou a prolongé vendredi l'état d'urgence de 30 jours pour lutter contre la hausse de la criminalité dans la capitale et la ville portuaire voisine d'El Callao. Cette mesure restreint les droits constitutionnels et autorise la police à pénétrer dans les domiciles ou à détenir des individus sans mandat judiciaire. Selon les opposants à cette décision, l'armée apportera son soutien aux opérations de police et le gouvernement a alloué 1,8 million de dollars pour couvrir les dépenses connexes. Les homicides sont passés de 676 cas en 2017 à 2082 en 2024, tandis que les cas d'extorsion signalés sont passés de 2305 en 2020 à 21 746 l'année dernière, selon le parquet. Et on termine avec le bilan des récentes pluies exceptionnelles au Vietnam qui a grimpé à au moins 55 morts selon les derniers chiffres publiés ce samedi par le ministère de l'Environnement alors que 13 personnes restent portées disparues. Le sud et le centre du pays asiatique ont enregistré des précipitations incessantes depuis fin octobre provoquant des inondations à répétition et laissant sous les eaux des destinations touristiques ainsi que des sites historiques. En janvier-octobre, les catastrophes naturelles ont fait 279 morts ou disparus au Vietnam et plus de 2 milliards de dollars de dégâts selon les chiffres officiels. Et voilà, c'est avec cette information qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée.